Bienvenue dans ce nouvel épisode de Je bâtis ma maison. Alors aujourd'hui, on va parler de chaux et de différents types de chaux. Et pour ça, j'ai appelé un spécialiste. Bonjour Rudy. Bonjour Jean-Luc. Alors si je dis pas de bêtises, parce que tu sais que les Belges parfois ils disent des bêtises, c'est un produit mais très très moderne. Il date juste de quelques dizaines de milliers d'années, si je dis pas de bêtises. Exactement, voilà, la chaux. On estime que les premiers vestiges datent de 10 000 ans avant Jésus-Christ, en Mésopotamie ancienne, donc l'Égypte ancienne, pardon. Donc Et donc, presque hier, quoi. presque hier, voilà. Alors, si on veut aller plus loin, a priori, la chaux est très intimement liée à l'homme parce que on estime aussi que quand on a découvert le feu, on a mis des cailloux autour de ce feu pour délimiter. C'était des feux continus. Et donc, ce feu a cuit ce caillou qu'il y avait autour. Et lorsqu'il pleuvait, quand la chaux cuisait le caillou, ça faisait de la chaux vive. Et donc, quand il pleuvait, eh bien, ça donnait de la chaux éteinte. Et puis, avec la terre en place, l'homme a vite compris que ça pouvait faire un matériau dur et qui pouvait se servir pour la construction, entre autres, des bâtiments. Donc tu es en train de me dire que toute la conception de l'usine Saint-Astier, c'est pas vous qui avez tout inventé, c'est la nature qui en fait vous a montré le chemin en fait. Bien sûr, on n'a rien inventé, hein. C'est la nature, hein, qui nous a donné du calcaire et donc après l'homme a réussi à fabriquer de la chaux grâce à ce calcaire. Oui. Donc, avant que tu fasses ta présentation, la société, un peu de l'histoire, je suppose, de la chose, de l'extraction jusqu'à l'utilisation, ben, je pense qu'on revient vraiment sur ce que tu viens de dire avec la nature. Et Oui, je pense que ça peut être valable pour tout comportement humain, en fait. Observons d'abord la nature, comprenons-la et utilisons ce qu'elle nous offre. bien sûr. Ce serait un beau discours pour commencer, hein? Oui, c'est vrai. Allez, je te laisse partager ton écran parce que là, tu nous as mis de l'eau à la bouche et pas le feu, j'espère, hein? Alors, tac, partager. Euh, Donc, Saint-Astier, on est une entreprise française, familiale, toujours, totalement indépendante, et donc située en Dordogne, à côté de Périgueux, dans le Périgord blanc. D'où le nom, en fait, le Périgord blanc est lié intimement au calcaire, hein, de Saint-Astier aussi. Je pensais qu'il y avait une Euh, montagne de neige, mais en fait, c'est pas ça, alors. non, non, c'est le calcaire. Donc, on est une entreprise, comme je l'ai dit, familiale. La date de création 1912. C'est la quatrième et cinquième génération, hein. Mon patron a fait rentrer son fils dans la société récemment. Et donc, ça sera notre futur PDG. Et donc, c'est 100% français, local, basé dans le Périgord blanc, ça je l'ai déjà dit. Producteur de chaux hydrauliques naturels, purs, sans aucun ajout, hein, pour nos chaux hydrauliques naturelles. On a une carrière assez particulière. Je vais vous montrer une photo ensuite de calcaire en souterrain. C'est un site qui est unique en Europe, hein. Et donc on est labellisé aussi garantie Origine France garantie, pardon, et puis labellisé entreprise du patrimoine vivant depuis 2022. On a également un centre de formation certifié Calliope. On forme plus de 300 professionnels par an. Ça, c'est une partie aussi importante de notre activité parce qu'on a pour objectif quand même de transmettre un savoir et puis de réapprendre certaines méthodes qui se sont perdues avec les nouvelles, je dirais, après-guerre, avec les nouveaux produits pétrosourcés, entre autres. Voilà. Mais noble cause, en tout cas, chouette. Voilà. Et on est 150 à peu près, tout confondu dans la société. Et votre rayonnement, je dirais, au niveau de la distribution de vos produits, c'est essentiellement la France ou vous allez un peu plus loin? La France, essentiellement la France, oui, mais on a 18% à peu près qui part à l'export. Ok, donc c'est quand même majoritairement français. C'est majoritairement français, mais l'export prend de plus en plus de place. Euh, Mhm. et il y a des très beaux chantiers qui sont également à l'étranger. Ça veut dire que notre show, elle a quelque chose de particulier par rapport à des shows qu'il y a dans d'autres pays. Il n'y en a peut-être pas dans d'autres pays. Ah, bien sûr, oui, oui, oui. On a une chaux qui est unique, hein. Elle est liée à notre calcaire, donc on ne peut pas la retrouver ailleurs. C'est une chaux vraiment particulière et unique, ouais. Super, ben, hâte d'en Et qui est, savoir plus. et qui est reconnue aussi, hein, surtout. Alors, voilà le calcaire. Donc, tout part d'ici, dans nos galeries souterraines.
Euh, comment dire, on est à 20 mètres sous sol, là, à peu près, et on a plus de 40 hectares de galeries souterraines. Donc, c'est un calcaire qui est homogène, hein, partout pareil. On voit qu'il y a des strates un peu plus foncées tous les 80 cm à 1 mètre dans ces galeries. Ces strates, c'est de la silice pure, et donc c'est ce qui va donner l'hydraulicité naturelle de la chaux. On estime que ce calcaire date de à peu près 80 millions d'années. Et donc, c'était une mer très calme qui a laissé des sédimentations de coquillages très réguliers. Euh, et donc, au niveau de la réserve, c'est quasi inépuisable parce que aujourd'hui, on a eu des autorisations là jusqu'à 76 hectares, mais on est à 20 mètres sous sol, comme je l'ai dit, et on a le même calcaire à peu près sur 200 mètres de profondeur. Donc, au niveau de la ressource, Eh ben, à force de creuser, creuser, tu vas pas faire tout effondrer autour de toi, là. voilà. Voilà. Non, 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 non. Déjà, on va rester sur le même sous-sol et puis on verra plus tard, hein. Mais déjà, 40 hectares en un peu plus d'un siècle, hein, donc c'est de la ressource, il y en a, hein, c'est pas le souci. Et donc, ça marche par explosif, hein. On fore le calcaire avec les longues mèches de 3 mètres de profondeur et on y met de la dynamite et en une fraction de seconde, on vient exploser environ 350 à 400 tonnes de cailloux par tir. Voilà. Et avec ça, on va fabriquer 250 à 300 tonnes de chaux, à peu près. Voilà. Les étapes de fabrication donc, de la chaux. En souterrain, on a l'abattage de la pierre calcaire par explosif, comme je viens de le dire, concassage et criblage de la pierre. On estime que pour que ça monte dans les fours, alors il y a quelque chose d'ancien qui se disait c'était tête de chien, tête de chat, donc pas plus gros qu'une tête de chien et pas plus petit qu'une tête de chat. Ok. Voilà, pour qu'on puisse le chauffer correctement, ce calcaire. Et donc, ajout du combustible à la pierre, puis monter vers le four. Ensuite, en surface, donc, on a la cuisson. Je coupe une Euh, seconde. On oui. parle ici de chauffer en température. Et là, je pense qu'il y a quand même quelque chose de viscéralement différent entre la production pour la chaux et pour le ciment. Alors, le ciment s'est chauffé pour que ça clinquérise, hein, il s'est chauffé au minimum à 1450 degrés. D'accord? La chaux, on est plus ou moins à 1000 degrés. Donc, Alors, sans c'est quand rentrer même dans le nettement moins détail, froid. parce que je sais que ça peut être aussi un discours qu'on n'aime pas entendre, mais il faut, moi, en tout cas, je peux me permettre de le dire, c'est que les matières premières pour chauffer le ciment ne sont pas tout à fait neutres. Et chez vous, comment, c'est les matières premières pour le four, c'est quoi? Alors, aujourd'hui, c'est de l'anthracite, c'est du charbon minier. Mais on est en train de on est en train de construire, pardon, une nouvelle usine qui sera effective en 2028. Et donc, cette nouvelle usine sera, le combustible, ça sera du gaz naturel. Et on va faire des installations ensuite pour pouvoir faire de la biomasse. Waouh, ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Voilà. Donc, c'est un gros investissement pour nous, c'est 40 millions d'euros, hein, donc c'est autant que notre chiffre d'affaires annuel, tout en restant familier et indépendant surtout. Et donc, ensuite, on aura d'autres installations qui vont venir se greffer à cette usine pour pouvoir faire de la biomasse par la suite. Génial, parce que là, tu restes en cohérence par rapport au produit tout à fait naturel, autant que la manière de le Oui, façonner, entre guillemets, au fur et à mesure des étapes, reste aussi naturel que le produit. exactement, et on est les seuls, en tout cas en France, hein, à s'investir et à investir autant pour la recherche et développement sur la chaux, en tout cas. Nous, on est Super. spécialiste de la chaux, donc on fait que ça. C'est vraiment ça qui nous fait vivre, hein, la chaux. Eh ben, continue à nous réchauffer. Et donc, la cuisson, donc, qui se fait ensuite, donc ça donne de la chaux vive après, et cette chaux vive, on va l'hydrater avec de l'eau. Ça va passer également en silo de maturation. C'est ce qui va aussi garantir la qualité de notre produit. Et puis après, il y a une sélection, un nouveau broyage, et puis c'est conditionné en sac ou en big bag, puis distribué. Donc après, c'est la chaux, hein, qu'on peut retrouver chez les négociants de matériaux, par exemple, pour faire les chantiers. D'accord. Alors, on voit que sur la droite, hein, on a la NHL 2, 3, 5 et 5. Donc ça, c'est les normes des chaux
Donc NHL qui veut dire Natural Hydraulic Lime, chaud hydraulique naturel. Et 2, 3, 5 et 5, c'est les classes de résistance mécanique des produits. Donc plus on va être élevé, plus on sera résistant. OK. Donc ensuite, c'est en fonction de l'usage et puis de la nature du support. Plus on sera sur un support tendre et plus on sera en finition d'enduit, par exemple, et donc il nous faudra plutôt une chaux assez souple en NHL2. Plus on va faire du béton au sol ou sur des matériaux assez durs, et plus on sera en NHL5 qui sera un peu plus résistant. OK, super. La gamme de produits, on a une gamme complète de produits pour la restauration du patrimoine, la rénovation des bâtiments, le biosourcé, l'application au sol avec tous les bétons de chaux qu'on verra ensuite, la déco, le neuf, des produits de spécialité comme des produits de stabilisation de sol ou des mortiers de pose de pierres massives, etc. Et puis des enduits isolants. Donc, je n'ai pas fait volontairement, hein, je ne vais pas mettre sur les diapos tous les sacs, toutes les sacheries, mais je vous invite à aller voir sur notre site et vous pourrez retrouver tous les produits en fonction de ce qui vous intéresse. Quand même, les 3 chaux naturels, voilà, c'est ce qui nous fait vivre hein, depuis longtemps. Donc, la NHL5, la 3.5 et la 2, c'est les 3 chaux les plus connues, celles qui servent à la restauration du patrimoine. On est sur des chaux totalement purs, hein, naturels, qui font leur prise à l'eau et à l'air, naturellement, sans aucun mélange. Donc ça, c'est vraiment notre cœur de métier. Si je vais comparer par rapport à un autre matériau, j'ai justement fait un post ce matin par rapport à la gypse, donc qui elle Oui, se chauffe encore moins fort pour pouvoir la travailler après. Quelles oui. seraient les grosses propriétés de la chaux? La chose, c'est imperméable à l'eau et perméable à la vapeur d'eau. Donc c'est ça le gros avantage du produit. Après, voilà, c'est surtout ça hein, l'avantage. Donc si on Et fait puis un simple plâtrage, ben, peut-être que la gypse est suffisante, ou ça- si on fait des panneaux de plâtre, c'est ce produit-là. Par contre, si on veut enduire avec quelque chose de plus solide, notamment les bétons de chaux que tu nous en parleras, ben là, il n'y a pas le choix, il faut travailler avec un produit plus dense. oui, puis le plâtre est quand même un peu plus rétenteur d'eau que la chaux, elle est perméable à la vapeur d'eau. On a un produit qui tire aussi moins vite, qui est plus souple. Bon, voilà. Et puis c'est Super. pas, Pour tout ceux qui nous dépend de connaissent un l'usage après. peu moins ou qui sont moins du métier, quand tu dis tirer moins vite, ça veut dire quoi? Faire sa prise un peu moins rapidement. D'accord. D'ailleurs, on a une gamme de plâtre chaud. Voilà. Ah, Donc la donc chaux quoi? ralentit la prise du plâtre. Qui est très utilisé sur le bassin parisien, par exemple. Parce qu'à Paris, on a le plâtre gros. Tout Paris est construit sur du plâtre gros. Et donc, voilà. Je sais C'est pourquoi je te parle de ça, parce que j'avais été sur un chantier où il y avait justement une application de tes produits sur de la paille et le gars disait justement qu'il avait un mélange préformulé justement de plâtre et de chaux. d'accord. OK. Mais là, c'était mural, hein. D'accord. Et puis, il y a une autre propriété que j'ai entendue aussi, on parle de paille, et après, je ne coupe plus dans ton intervention, mais c'est quelque chose qui interpelle souvent les gens en disant, ouais, mais avec la paille, le problème des rongeurs, ils vont venir, et donc, fatalement, avec la densité, ben, on n'a pas trop de problème, mais malgré Oui. tout, il y a encore des craintes, et j'entends souvent parler, ah ben, on met d'abord un premier lait de chaux dessus, et comme ça arrête tout l'envie des rongeurs de passer par là. Oui, en fait, on fait une première couche qu'on vient serrer au long de la paille pour bien faire rentrer la chaux dans la paille. Et ensuite, on va faire un petit d'accrochage, puis un corps d'enduit qu'on laissera sécher. Et après, on pourra faire la finition. Mais il est important de bien serrer la chaux au long de la paille euh, sur la première passe, parce que si on jette l'enduit directement, comme on pourrait le faire sur un mur en pierre, eh bien, on a un rebond pardon, important. Et donc, ça ne tient pas, quoi, ça retombe. Oui, il faut vraiment servir d'accrocheur, quoi. Oui. Mais Super, je j'ai un t'interromps chantier, plus, je je t'écoute. finirai sur la paille, justement. J'ai un chantier à vous montrer ensuite. Mais Parfait. là, on va d'abord voir les bétons de chaux, ensuite le chaud-chambre et puis après les enduits sur de la paille. Donc pour les bétons de chaux, on a la Tradisan, la NHL5, c'est la plus résistante des chaux hydrauliques naturelles. On peut le mélanger avec du sable et du gravier pour faire un béton de chaux courant. Ou après, on peut le mélanger avec différents agrégats comme la pouzzolane,
qui va permettre de drainer encore plus le sol lorsque le sol est très humide. En fait, avec la pouzzolane, ça fait un béton caverneux et ça fait l'effet pompe encore plus que sur un béton de chaux classique. On peut y mettre du liège si on veut l'isoler. L'avantage du liège, c'est que c'est imputrescible. Donc ça, on le mélange directement avec la chaux. De la bille d'argile si on veut apporter un peu de légèreté et puis un peu de résistance thermique. Du schiste quand on est proche de la Mayenne, c'est fabriqué là-bas. Ou on peut aussi utiliser de la brique pilée si on veut faire ce qu'on appelait avant le béton romain. Mais si on a une briquerie comme de Wulf dans le Nord, qui n'est pas très loin, on peut s'en servir pour du recyclage. On a également une gamme prête à l'emploi avec la gamme Colao. Donc, c'est 4 produits. C'est le Colao béton de chaux, c'est un béton de chaux prêt à l'emploi. Le Colao chape avec une chape prête à l'emploi et c'est les premières colles et joints à la chaux pour pouvoir être en pose collée sur du béton de chaux sans couper la perméabilité à la vapeur d'eau. Donc, le béton de chaux, je vais vous le présenter ensuite, mais j'ai préféré quand même insister là-dessus sur son utilité parce que c'est souvent le premier problème des remontées capillaires dans le bâti ancien. Et dans le bâti ancien, 99% des problèmes qu'on peut rencontrer sont liés à l'humidité. Hein. Quand on a un mur en pierre, alors auparavant, hein, quand on prend une maison qui n'a pas été encore restaurée, déjà, les matériaux qu'on servait à construire cette maison, en principe, si on prend 500 mètres autour, on a à peu près les matériaux qui servaient à la construire. Des fours à chaud, il y en avait partout avant en France. En France et ailleurs, hein, en Belgique aussi, par exemple. Mais il y en avait partout. Chaque village avait son four à chaud. Et donc, chaque chaux-fournier fabriquait un type de chaux en fonction du calcaire qu'il exploitait. Mais les maçons qui travaillaient dans ce village connaissaient, savaient utiliser cette chaux qui n'était pas la même que dans le sud de la France ou ailleurs. Voilà, chaque chaux avait ses propriétés, mais il y en avait. Aujourd'hui, on a le nom de la rue, on a gardé le nom de la rue du four à chaux, il y en a dans tous les villages. Mais c'est parce que il y avait de la chaux qui était fabriquée à cet endroit-là. Et puis, avant, les matériaux coûtaient. En fait, c'était le transport qui coûtait très cher. Quand on faisait 40 km avec une charrue et puis des bœufs, c'était le grand maximum par jour. Là où aujourd'hui, on fait venir de la pierre de Turquie ou voilà, des produits de Chine ou d'ailleurs, qui coûtent moins cher que ce qui est fabriqué en France. Bon, voilà, les ratios étaient totalement inversés. Mais en restauration et pour le patrimoine, on avait à peu près 500 mètres autour de la maison, les matériaux qui servaient à la construire. Et c'est pour ça qu'en fonction de là où on se trouve, on a des maisons qui sont différentes. Lorsqu'on a du bois, on a des maisons avec des charpentes, des belles charpentes en bois. Lorsqu'on a du tuffeau comme en Touraine, on va avoir des belles pierres. Voilà, on a aussi des supports en terre quand on est du côté de Chartres ou autre. Donc voilà. Lorsqu'on n'a pas restauré le bâti ancien, on s'aperçoit que souvent on a de la vieille tomate au sol. Cette tomate est posée sur une petite chape à la chaux avec un lit de sable. Donc, ils n'avaient pas, les anciens, ils n'avaient peut-être pas d'isolation, mais ils avaient de l'inertie. Ils étaient sur des matériaux poreux, à même le sol. Et donc, quand ils chauffaient avec leur cheminée, c'était le moyen de chauffe de l'époque, hein, la tomate emmagasinait la chaleur la journée pour la restituer le soir et vice-versa. Alors, ils avaient de l'inertie et ils avaient surtout une régulation de l'humidité du sol. C'est-à-dire que quand ils chauffaient, il y avait l'humidité du sol qui circulait sous forme de vapeur d'eau. Donc, l'humidité du sol était régulée. Du moment où on est venu, souvent après-guerre, hein, poser un polyane et couler une dalle béton-ciment, le ciment qui est imperméable à l'eau hein, et à la vapeur d'eau également, eh bien, on va couper les échanges hygrométriques qui se faisaient par le sol. L'humidité donc va se concentrer sous le polyane et va chercher à sortir là où elle peut, c'est-à-dire en périphérie dans les murs. Donc en faisant des bétons de ciment avec polyane, on accentue le phénomène de remontée capillaire dans les murs. C'est d'autant plus vrai quand on a du béton qui vient coller au mur à l'extérieur également. C'est pas pour rien qu'on dit que les maisons sont 5 à 10 fois plus polluées à l'intérieur qu'à l'extérieur. Hein? C'est vrai.
Et donc, en faisant ça, comme on remarque, hein, on va faire monter les capillarités dans le mur. Alors, à l'époque, hein, les anciens revenaient parce que avec l'humidité, comme on peut le voir, on avait, et puis le cycle de gel-dégel à l'extérieur, donc on avait l'enduit chaud qui se délitait assez rapidement. Et donc, ensuite, ce qui se passait, c'est que les maçons revenaient et puis faisaient un beau soubassement ciment, taloché, pour que ça tienne, en disant aux clients, ben, là, au moins, vous serez tranquille, ça sera dur, ça va durcir, ça va rester, quoi, ça va résister. Mais à l'époque, on ne savait pas aussi hein, les dégâts que le ciment pouvait causer sur le bâti ancien. Aujourd'hui, on sait, donc c'est encore autre chose. Donc voilà, donc quand on bloque en pied de mur, ça monte au-dessus. Hein. Donc ça, on a ensuite l'enduit qui se désagrège au-dessus du soubassement. Et donc on peut se dire qu'on peut être tranquille lorsqu'on a renfermé d'humidité le mur, parce que ce qui se passait souvent, c'est qu'on finissait par enduire la maison à l'extérieur en ciment. De là, on avait des décollements de papier peint, des taches de moisissure, une humidité ambiante importante dans la maison, avec des champignons qui pouvaient se former, etc. Et donc, c'est assez courant de voir qu'avant de mettre l'isolant, qui était à l'époque souvent placo et laine de verre, c'était ce qu'on voyait assez couramment, eh bien, il y avait un enduit ciment également à l'intérieur, en se disant, bah, on sera tranquille, on va bloquer l'humidité de part et d'autre. Et voilà. Bon, le problème en faisant comme ça, c'est que on fait migrer la vapeur d'eau et l'humidité, pardon, surtout, on fait migrer les remontées capillaires dans le mur. Et si elle ne peut pas sortir, ben, souvent on remarque qu'elle sort là où il n'y a pas de ciment, et c'est souvent à la rase du mur. Sauf qu'à la rase du mur, on a les bois de charpente qui reposent, et souvent les bois de charpente pourrissent. Alors souvent, moi je vais parfois sur des chantiers pour préconiser des nouvelles enduits, sauf que quand on va à l'étage voir comment est la charpente, eh ben c'est assez souvent mais il n'y a pas que l'enduit à refaire, c'est aussi toute la charpente à changer. C'est pour ça que souvent, les vieilles maisons, ben, malheureusement, il faut passer par une étape de décroutage. Hein. Exactement, oui. Ouais. Déjà, tout enlever tout le ciment, tous les matériaux qui sont imperméables. En fait, il faut comprendre que le bâti ancien était construit qu'avec des matériaux perspirants. Du moment où on met des produits étanches à certains endroits, on dérègle le système hydrique de la maison. Et donc, si on bloque l'humidité à l'endroit, on va créer un afflux d'humidité de l'autre, ce qui peut être problématique ensuite par la suite. On va juste rappeler une petite chose parce que c'est important pour que les gens comprennent bien de quoi on parle. Une activité humaine d'un couple et deux enfants génère 16 litres d'eau par jour. Et ces 16 litres d'eau, ben, il faut bien en faire quelque chose. Et Oui, soit ben, on les bloque au milieu des murs et ça amène tous les problèmes que tu as mis, soit ces murs sont, on va dire, respirants, mais notre terme à nous, c'est perspirant, qui permet de dégager cette humidité vers l'extérieur. oui, bien sûr. Voilà, je te laisse. Et après, on va avoir le chaud-chambre avec ses avantages à ce niveau-là aussi. Mais il y a deux choses. Hein. Il y a les remontées capillaires, comme c'est présenté sur le schéma là, qui sont des remontées liquides qui viennent du sol. Et après, il y a ce que tu viens de parler avec l'humidité ambiante et la vapeur d'eau. Et c'est deux choses différentes. Voilà ce qui peut se passer hein, ensuite avec les bois de charpente qui pourrissent. Et il y a des maisons qui s'effondrent. Hein, et la plupart des maisons qui s'effondrent dans le bâti ancien, c'est à cause de l'humidité. Hein, et souvent à cause des matériaux étanches qu'on a mis à divers endroits. Donc tout ça pour dire que d'une petite chose au sol où on se dit bon bah c'est pas grave, j'ai juste fait un dallage béton au sol, bah, ça peut engendrer des gros problèmes par la suite. Alors à la place de ça, ce qu'on nous on préconise, c'est de refaire à la chaux. Donc on fait un hérisson de cailloux de 20 cm, on décaisse de 40 cm le sol, hérisson de cailloux de 20 cm, géotextile, et ensuite 15 cm de béton de chaux. Et comme la chaussée est perméable à la vapeur d'eau, ça va faire tampon et ça va répartir l'humidité sur l'ensemble de la dalle, au lieu que tout soit bloqué en dessous et remonte dans les murs. OK. Si on veut isoler, il existe aussi du mise à port, c'est du verre cellulaire à base de verre recyclé, qui est plutôt assez intéressant. C'est une société Et lui, suisse tu vas le qui mettre à la fabrique ça. place de l'hérisson de caillou alors. À la place du hérisson, ouais, pour 20 cm, ça apporte un R de 2,20. Donc Ah, c'est c'est nos amis compacté. suisses qui ont mis ça.
Oui, exactement. Voilà. Et c'est fait à partir de 98% de bouteilles recyclées. Avec C'est quand même pas deux. mal, hein. C'est pas mal, ouais, c'est assez vertueux. Donc, les avantages du béton de chaux, c'est donc perméable à la vapeur d'eau, ça favorise les échanges hygrométriques et l'évacuation de l'humidité. Ça augmente du coup le confort intérieur, l'impact carbone est limité et puis c'est assez agréable à mettre en œuvre. Et je dirais que par rapport à moi, ce que j'ai fait, puis dans ma construction, on a fait une dalle en bois. Et donc, le gros problème de dalle en bois, c'est qu'on n'a pas assez d'inertie. Et donc, ta dalle de chaux, fatalement, ben, elle va amener cette inertie. Oui, exactement, oui. Alors ça apporte beaucoup d'inertie, hein, on est sur des matériaux poreux. Le but, il est de recouvrir également soit avec de la tomette, soit avec de la pierre naturelle ou du parquet bois, mais rester sur des matériaux naturels. Si c'est pour Oui. mettre un grès cérame par-dessus, bon, ça peut se faire, mais c'est dommage. Et ça se fait tous les ans, j'ai des chantiers comme ça, hein, donc Bon, enfin, je voulais justement ça. C'est pas sympa. bon, ils ont eu la démarche plutôt bonne de se dire, ben, on va faire à la chaux le dallage. Mais c'est vrai que si c'est pour recouvrir d'un matériau étanche, c'est toujours dommage. Voilà des exemples de chantiers faits en béton de chaux. Donc là, c'est du béton pouzzolanique avec de la pouzzolane. À Saint-Acy, on a de la pouzzolane 0,15. C'est une pouzzolane reconstituée qui permet de mettre que de la chaux et de la pouzzolane sans sable. Ça, Pareil c'est avec bien du parce liège. que, comme on dit que le Oui, sable est de plus en plus rare, mais la pouzzolane, il y exactement. en a quand même à foison. Oui. Et là, c'est avec du liège, par exemple. Béton de chaux liège qui apporte une résistance thermique et qui est imputrescible. Donc ça, c'est en Touraine, dans le 37. Ici, donc, on peut remarquer que c'est assez facile à mettre en œuvre, hein. On peut le mettre en œuvre à la batte. Ça dépend après de l'agrégat, mais soit on vient le tirer à la règle, soit on le tire directement à la batte, hein, comme c'est présenté là à droite. OK. Incontournable dans les caves, dans les chais viticoles, etc., pour la conservation du vin aussi, hein. Ça limite en fait d'avoir beaucoup d'humidité ambiante, hein, le béton chaud. Et c'est pompable. Donc, pour les chantiers aux accès assez difficiles, hein, on peut pomper, hein, en fonction de l'agrégat aussi, mais on peut pomper le béton de chaux, bien sûr. D'accord. Et Et au il y a niveau des de solutions l'humidité, en c'est aussi centrale. humide que le béton ou moins? C'est à peu près pareil, hein, c'est aussi OK. humide quand on le met en œuvre. Oui. Donc, il y a un temps de séchage à bien respecter, quoi. Oui, c'est 3 semaines minimum avant OK. recouvrement. 3 semaines minimum, sachant que la plupart des bétons de chaux, le lendemain ou le surlendemain, on peut déjà monter dessus, hein. Et quand tu dis l'utilisation de béton de chaux, là, ici, on est en réno, mais sur une nouvelle construction, je pourrais faire une dalle extérieure aussi en béton de chaux ou C'est pas? c'est pas des bétons porteurs, Voilà. Ça, c'est important de bien le c'est des situer bétons aussi. de remplissage, hein. On n'est pas sur de dalles porteuses. OK. Le chaud-chanvre, donc les écomatériaux, ça fait plus de 25 ans qu'on développe, hein, des solutions à base de chaux et de chanvre à Saint-Acier. Le chantier là, à droite, là, la petite maison, c'est sur le bord de la Creuse dans le 36. Et c'est un remplissage, le colombage a été rempli en béton de chanvre. Et donc, il y a eu les enduits extérieurs et intérieurs de fait. C'est une maison qui est assez typique, hein. Là, on ne le voit pas, mais il y a la Creuse, hein, il y a la rivière qui passe juste devant. Donc, on est sur des produits performants et à faible empreinte carbone. Donc, je vais essayer de passer. Les domaines d'utilisation du chaud-chanvre, on est soit en doublage de murs ou colombage, soit en béton isolant sur plancher intermédiaire, par exemple, ou en isolation de sous-toiture, en remplissage de caissons avant de couvrir. Et puis, on peut également faire de la correction thermique lorsque les murs sont assez épais et qui ont de l'inertie, pour renforcer l'inertie, etc. Je vais vous présenter ensuite les avantages. Donc, la gamme écomatériaux, on a les Bâti-Chanvre Plus, l'Isole Plus, qui est le mortier le plus isolant, hein, sur le marché du chaud-chanvre. Et puis, on a un Bâti-Chanvre qui est blanc également. On a un mortier spécialement pour poser les blocs biosourcés, mortier de montage. Et pour les enduits en correction thermique, on a la Tradeco avec l'Isocana. On a également un monocouche à la chaux qui s'appelle le Calamua, qui est spécifique pour les blocs et béton de chanvre.
Et pour les gens qui veulent absolument avoir une teinte ou quoi, est-ce qu'on peut déjà mettre directement des pigments aussi dedans ou bien tu le conseilles pas? On peut teinter soi-même ou après on a de la chaux colorée. La chaux Ah, colorée, c'est une chaux pré-teintée auquel on rajoute le sable ou le chanvre. d'accord. Et donc là, les gens à ce moment-là peuvent te donner une palette de couleurs ou bien ça reste limité? Alors oui, on a toutes les couleurs que l'on veut en chaux coloré. Super. On a toutes les couleurs que l'on veut, mais on peut aussi teinter soi-même, hein. On prend la Tradeco, on teinte soi-même, et puis par contre, il faut être régulier sur les dosages. Donc ça, c'est le cœur de la rénovation énergétique, hein, les nouveaux bâtis-chambres. On a modifié la formulation en début d'année pour les rendre un peu plus vertueux, et donc c'est pour ça que ça s'appelle maintenant bâti-chambre plus et isole plus. On est sur une formule qui est brevetée, avec une empreinte carbone réduite et des résistances thermiques qui sont quand même assez intéressantes. Le bâti-chambre plus, donc c'est celui qui va isoler vraiment le mieux, c'est celui avec lequel on a les meilleures caractéristiques. Tous les produits à Saint-Astier en chaux-chanvre sont sur des lambda certifiés, des lambda COFRAC. Donc ça, je vais passer, c'est les produits, tac, les résistances thermiques qu'on peut voir avec les temps de déphasage. Donc on s'aperçoit que pour 15 cm déjà, hein, on a 2,34 de résistance thermique, mais on a 8 heures, presque 9 heures de déphasage. Donc, c'est assez intéressant à ce niveau-là. Donc, le déphasage, c'est le temps que met la chaleur à traverser l'isolant. Tout à fait. Lorsqu'on est, donc là, on est en mur, en doublage de mur. Lorsqu'on est en application pour des planchers intermédiaires, c'est pareil, hein, donc 20 cm, 3,12 et puis presque 12 heures de déphasage. Là, on date 0,064 et on est super léger sur plancher intermédiaire, hein, puisqu'on est entre 300 et 350 km3. Ça fait des bétons qui sont super légers aussi. Si tu veux comparer ça, le ciment, on est proche de la tonne, c'est juste, hein? Oui, même un peu plus, hein, normalement, hein, avec sable gravier, on est très lourd, hein. Pas mal. C'est- et donc en toiture, donc là on sera encore plus léger, 200 à 220 km3. On a encore des résistances thermiques euh, encore plus intéressantes parce qu'on va mettre moins de chaux. Si on remarque le slide d'avant, on met deux sacs pour un ballot de chanvre, pour 200 Oui. litres de chanvre, pardon. Et donc là, on va mettre qu'un seul sac pour 200 litres de chanvre. La chaux va servir vraiment pour empêcher les rongeurs de s'y mettre. Euh, voilà. Et donc, on a un lambda de 0,049 en toiture. Le chanvre, le chaud chanvre peut être projeté mécaniquement, comme c'est présenté ici, avec des machines où c'est mélangé en sortie de tuyau. Ou, donc ça, c'est le chantier qu'on a vu tout à l'heure, avec la maison. Ou ça peut être également le chanvre banché, entre banches, mais ça, on va le voir après. Après, pour bien comprendre, hein, le lambda, c'est ce qui va nous donner, ce qui va nous servir à calculer la résistance thermique des produits. Donc, la résistance thermique, c'est l'épaisseur du matériau divisé par le lambda. Et ça va nous donner la résistance. Pareil pour la perméabilité à la vapeur d'eau. Donc, on a le mu qui nous donne l'indice de perméabilité à la vapeur d'eau. Et avec ce mu, on va pouvoir calculer le SD par rapport à l'épaisseur du matériau. Alors, ça a l'air de rien ce que tu dis là pour les gens qui n'y connaissent rien, mais Oui. si jamais vous faites de l'auto-rénovation ou quoi que ce soit, c'est vraiment quelque chose qu'il faut discuter avec votre technicien parce que pour que le mur garde toute sa perspirance, il va falloir suivre un ordre chronologique dans ces facteurs SD. Et donc, l'avoir, cette Exactement. information est capitale. Exactement. Mais je l'ai un peu expliqué ensuite. Euh, donc, il est important d'avoir une meilleure perméabilité à la vapeur d'eau à l'extérieur qu'à l'intérieur pour favoriser l'évacuation de l'humidité de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, si on a un enduit ciment sur du béton de chanvre, euh, ça va certainement poser problème. Alors qu'à l'inverse, même un OSB à l'intérieur posera beaucoup moins de soucis, même si c'est dommage de mettre de l'OSB sur du chaud chanvre, hein, on est d'accord, mais c'est pour comprendre en fait le fonctionnement de la vapeur d'eau. Mais Donc là, oui.
J'adore ta slice parce que c'est une discussion qu'il y a énormément et quand je vois des vidéos, des tutoriels où on met de l'OSB à l'extérieur, alors j'attrape des boutons de tous les côtés parce que Hein. tout ce que les gens mettent en place, ben, tout est anéanti tout simplement parce que la strate n'a pas été mise dans le bon sens. Alors si c'est Exactement. ta slice ici, ben, je vais la retourner, ça c'est facile, mais dans le bâtiment c'est un peu plus compliqué. Donc il y a Ouais, vraiment cette slice, pour moi elle est capitale. voilà. Donc, on a un passage ensuite qui est réduit à la vapeur d'eau. Et ce qui va se passer, c'est qu'on a, alors je ne l'ai pas là, mais on a l'humidité hein, qui va s'accumuler en fait derrière l'enduit-ciment. Et puis au fur et à mesure, avec le cycle de gel-dégel, l'enduit va se décoller, etc. Donc ça va causer des gros problèmes. Euh, à l'inverse, hein, quand on a un béton de chanvre à l'extérieur avec un enduit à la chaux, eh bien l'humidité peut ressortir naturellement. On le remarque, c'est la même chose en fait quand on est sur une autoroute. On a le sens de la circulation. Quand on est sur une 4 voies et qu'on arrive au péage et qu'il n'y a qu'une voie, bah, souvent ça cause des bouchons. À l'inverse, quand on sort du péage et qu'on passe sur une 4 voies, eh ben, c'est fluide. Et donc, la vapeur d'eau, c'est la même chose en fait, hein, pour imager les choses. Super, belle image. Donc voilà, ce qu'il faut éviter, hein, c'est vraiment d'avoir des enduits étanches en ciment, entre autres, à l'extérieur du bâti. Sinon, on a l'humidité, la vapeur d'eau qui s'accumule hein, dans le matériau. Donc, les matériaux biosourcés, il n'y a pas que le chanvre et la paille, mais c'est quand même ceux qui vont nous intéresser aujourd'hui. Mais il en existe plein d'autres. Hein. Donc, on a une ressource assez importante hein, de matériaux biosourcés. On a cette chance-là, autant en profiter. De ce qui va nous intéresser là, ça va être quand même le chanvre. Donc, le chanvre, Sûrement, il n'est pas que pour fumer le chanvre. ah non, c'est pas le même. Non, 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 non. Là, on parle d'un chanvre qui a un taux de THC quasi nul, hein, inférieur à 0,3%. Et donc, par contre, c'est un produit qui est très intéressant parce que on a une tête, c'est une très bonne tête d'assolement. Ça demande très peu d'intrants, donc de produits chimiques ou à mettre au sol, et puis très peu d'eau également. Et puis, le fait de son feuillage, ça favorise également la biodiversité. On estime que les cultures qui viennent parce que c'est une, je ne l'ai pas dit, mais c'est une plante de rotation. Les agriculteurs s'en servent en rotation de culture. Donc, pendant 4 mois, on va faire du chanvre et puis le reste de l'année, on va faire autre chose. Et les cultures qui viennent ensuite, après le chanvre, on estime qu'ils ont un rendement supérieur de 10 à 20%, sans Ce que tu dis rajouter là, c'est d'engrais vraiment ou autre. incroyable. Ça, c'est Oui, une discussion que j'avais eue au Salon de Paris et c'était une oui, discussion en off dans la file du restaurant. Et oui, il y a les agriculteurs qui parlaient entre eux et ils oui, disaient, mais tiens, moi, j'aurais bien augmenté un peu ma capacité, est-ce que je pourrais faire quelques hectares en plus? Et ils disaient, mais non, parce qu'on a limité notre secteur sur autant justement de champs qu'on va faire pour laisser la place aux autres productions derrière. Et oui, plutôt que de faire de la jachère stupide, là, c'est de la jachère intelligente parce bien qu'on a un sûr. produit derrière qu'on va récupérer et en plus, au passage, on a été nourrir le sol. C'est génial. Bien sûr, ouais, exactement. Mais le chanvre, alors avec la chaux, c'est quelque chose d'assez récent, mais sinon, ça fait très longtemps qu'on cultive du chanvre. Hein. Il y a eu des quantités très importantes parce qu'on s'en servait avant pour tous les cordages, toutes les voiles marines. Voilà, on s'en servait pour énormément de choses. Sauf que ça a été classé en drogue après la guerre, certainement parce que ça dérangeait certains lobbies industriels, je pense. Hein, voilà, pour la pharmacie, Et à mon pour. avis, je sens qu'il y a bientôt une histoire belge qui va sortir de ton petit chapeau. Je t'écoute. Alors, tout est utilisé également dans le chanvre. La fleur, la graine, la chènevotte, la fibre et même la poussière. La poussière, on peut le mettre, par exemple, dans du plastique pour faire du bioplastique, pour faire du compost, etc. Donc, vraiment, tout est utilisé dans le chanvre, pardon. Et nous, ce qui va nous intéresser avec la chaux, c'est la chènevotte, donc c'est ce qu'il y a à l'intérieur
de la tige, hein. En surface, on a plutôt la fibre. Donc, il faudra utiliser avec la chaux un chanvre labellisé bâtiment parce que ce chanvre, il garantit certaines qualités, donc la masse du matériau, la masse volumique, la granulométrie, le taux de poussière, le taux d'humidité, la couleur et puis également l'origine. Donc, à Saint-Astier, on travaille avec les 4-5 chanvriers français, hein, les plus courants, et c'est que du chanvre français. Après, il provient de différentes régions en France, mais on en a assez en France. D'ailleurs, on est leader en Europe, hein, dans la culture du chanvre. Oui, moi j'ai entendu que le chanvre, au niveau mondial, la France était un des Oui, premiers pays. exactement, ouais, c'est ça. Alors ça, c'est assez intéressant parce qu'on remarque que le chanvre est micro-poreux. Et donc ça, à gauche, là, c'est vraiment ce que les industriels cherchent à recréer industriellement, quoi, depuis toujours. Sauf que là, on l'a naturellement avec le chanvre. Et donc, c'est ces petites cavités qui vont permettre la régulation de l'humidité, qui vont permettre une meilleure isolation, etc. Pour faire du béton de chanvre, on a besoin donc du chanvre, forcément, de la chaux, de l'eau, et avec ça, on va fabriquer du béton ou de l'enduit chaux-chanvre. Et c'est quoi la différence entre les deux, entre béton et enduit? L'enduit chaux-chanvre, ça sera sur des épaisseurs maximum de 8 cm. On va s'en servir sur des murs qui auront de l'inertie, donc des murs assez épais, en pierre par exemple, ou d'autres matériaux qui ont de l'inertie. Et ça sera pour renforcer l'inertie du mur existant, pour corriger les parois froides et pour réguler l'humidité des pièces. OK. Donc le gros avantage du chanvre, c'est ça, et ça c'est ce qu'on ne trouve pas avec les autres matériaux, c'est la correction des parois froides et la régulation de l'humidité. Ça apporte énormément de confort. C'est ce que les gens parlent souvent de climatisation naturelle quand ils font du chaud chanvre chez eux. Et ben c'est lié à ça en fait, hein. Quoi, tu es en train Quand on de a dire que grâce à ton produit, on va retirer la technique derrière? Enfin! Donc, je crois que je l'ai un peu expliqué. Alors, ce qui est important, voilà, c'est d'utiliser une chaîne vote labellisée bâtiment. Il y a des règles professionnelles, hein, dans la construction de chanvre qui est gage de qualité. Et je vous invite également, pour les entreprises qui veulent, c'est de se former. Voilà, on fait les formations à Saint-Astier s'il y a besoin, hein, les formations construire en chanvre. S'assurer que les couples sont validés également par construire en chanvre. On n'utilise pas n'importe quel chaux ni n'importe quelle chambre. Et puis, dans l'idéal, c'est de choisir un professionnel qui s'est formé, justement. C'est toujours mieux. Les résistances thermiques, donc avec le bâti chambrisol, on a vu que pour 20 cm, on est à 3,12, hein. Donc, ça, c'est mini et maxi, les résistances qu'on a. Et on a un indice, un mu, donc avec le chaud-chanvre, qui se situe entre 5 et 10, en fonction du tassement qu'on va faire également. Donc, ça ne sert à rien de tasser tout. Quand on fait du chaud-chanvre entre banches, on ne tasse pas partout, hein. On prend juste des petits lithos, 4x4 ou 27x4, et on vient tasser au long des banches, au long du mur et au long des bois, mais tout le reste, on ne le tasse pas, parce que c'est ce qui va faire l'isolation. Plus on va tasser, moins on aura d'isolation. C'est forcé. C'est pour ça. Voilà. Hop. Donc là, on a le mélange en bétonnière, en mélange manuel, avec du béton de chanvre mis entre banches. Pareil en projection machine, avec diverses machines qui existent. Il existe les blocs de chanvre ISOEMP également, auquel on a un nouveau partenariat à partir de 2026. Donc, on va essayer de développer, hein, ensemble les blocs de chanvre également. Donc, c'est une solution sèche. Là où nous, on n'avait qu'une solution humide, on apporte aussi pour les personnes qui n'ont pas envie d'avoir des temps de séchage importants, une solution sèche et facile de mise en œuvre parce qu'on le maçonne comme un bloc classique. Il y avait mon petit sourire tout simplement parce que ISOM est une société belge et puis voilà. Et oui, voilà, c'est ça. Donc le partenariat franco-belge est plutôt intéressant, voilà. Euh, alors ça, c'est une étude WOFI qui est plutôt intéressante. Enfin, j'ai trouvé que c'était intéressant. C'est pour comprendre un peu comment fonctionne le chaud-chanvre. On parle
de régulation de l'humidité, on parle de climatisation naturelle. Bon, ben, là, il y a un schéma qui l'explique. Donc, c'est un logiciel le Wi-Fi qui analyse un peu la teneur en eau, enfin l'humidité dans le matériau. Donc, on s'aperçoit que le béton de chanvre sèche la première année et ensuite, chaque hiver, il se charge en eau sous forme de vapeur d'eau qui va stocker et qui va relarguer chaque été. Donc là, 2014, on est jusqu'à 2022-23 et on s'aperçoit vraiment que chaque hiver, hein, on est sur un matériau qui est vivant, quoi. Oui. Et c'est ce qui va réguler l'humidité. On a un taux d'humidité qui fluctue quasiment pas et qui reste entre 50 et 60%. Donc on a le séchage en premier et ensuite on a cette régulation de l'humidité qui va se faire. Et le temps de séchage, là, ben, on voit que la première partie qui descend à pic, là, entre 35 et 18, elle est très rapide. Et ça, c'est quoi? C'est 2, 3 mois? Ça dépend de l'épaisseur. On compte une semaine de séchage par face ouverte pour le béton de chanvre. OK. Alors, également, qui est lié avec justement cette régulation de l'humidité, c'est le changement de phase à l'eau qui va se créer dans le béton. En fait, pour un peu, pour essayer de faire comprendre un peu plus facilement les choses, quand on sort d'une piscine et qu'on est mouillé, eh bien, le temps qu'on sèche, on va avoir froid. C'est le temps, en fait, quand l'eau s'évapore, ça crée un micro-rafraîchissement. Et donc, c'est la même chose qui va se passer l'été dans le béton de chanvre. Dans le béton de chanvre, on a la vapeur d'eau euh, qui va s'évaporer. Et donc, ça va créer un micro-rafraîchissement dans le béton de chanvre. À l'inverse, l'été, quand il y a beaucoup d'humidité, ça va créer une micro-condensation de cette vapeur d'eau. Et quand l'eau se condense, ça crée un micro-réchauffement. Donc, on a un béton qui est toujours à peu près tempéré. Et c'est ce qu'on remarque dans ce schéma-là. Ça, c'est une étude qui a été faite sur un mur en brique, un mur en béton cellulaire et un mur en béton de chanvre. Donc, en rouge, on a le mur en brique, en noir, le béton cellulaire et en vert, le béton de chanvre. Ces trois murs ont été soumis à plus de 40 degrés, à 40 degrés pendant 24 heures. On a regardé ce qui se passait. Donc, le mur en brique, pratiquement tout le long qu'il est soumis à 40 degrés, il monte en température et il s'arrête de monter en température une fois qu'on a coupé la chaleur. Donc, il monte à plus de 30 degrés, hein, presque 35 degrés. Ouais. Le mur en béton cellulaire se comporte un petit peu mieux, il monte un peu moins en température. Par contre, on remarque que le béton de chanvre, lui, il monte jusqu'à 26 degrés et à 26 degrés, il crée un plateau et il ne monte pas plus en température. Et ça, c'est lié justement au changement de phase à l'eau qui se crée dans le béton de chanvre. Donc pour l'été, pardon, pour l'été, on a un matériau qui est vraiment top, hein, qui va garder la fraîcheur dans le bâtiment. Super. Exemple du coup d'un chantier qui a été fait en remplissage de pans de bois. Le remplissage avait été fait en briques et donc forcément la brique, on avait une température intérieure qui suivait un petit peu les pics de chaleur qu'on avait tous les jours. Du moment où on a mis du coup 10 cm de béton de chanvre, on a corrigé les parois froides et puis on a apporté du déphasage et on a pu du coup réguler la température à l'intérieur. C'est Donc, presque horizontal parfait, hein? ouais, juste avec 10 cm de béton de chanvre, ça suffit. C'est étonnant. Le béton de chanvre en colombage, donc là, on est sur 30 cm. On a un recouvrement minimum normalement hein, du colombage. En fonction de l'épaisseur du bois, on doit recouvrir d'une certaine épaisseur le colombage. Donc, si on est sur du bois de 15 par 15, on est pratiquement à 15 de recouvrement, ce qui nous fait là, entre autres, sur ce chantier-là, un béton de chanvre de 30 cm. Donc, pour 30 cm, tac, Et tes bois, tu les protèges pas du tout, il n'y a pas de crainte. les bois, non, on ne les protège pas. Non. OK. À l'extérieur, souvent, ils sont apparents.
c'est le béton de chanvre qu'on va protéger à l'extérieur et on va faire un enduit chaussable. Et le béton de chanvre ne peut pas être laissé à nu à l'extérieur comme ça. Il faut toujours le protéger, soit d'un bardage bois, soit d'un enduit chaussable par-dessus. OK. Donc là, après isolation, on avait un R de 4,68 et surtout 17 heures de déphasage. Donc, il ne fera jamais chaud à l'intérieur du bâtiment parce que 12 heures, c'est à peu près le bon temps de déphasage. Ça permet, 12 heures, c'est une journée d'ensoleillement. Donc, ça permet de réguler entre le jour et la nuit facilement. Ouais, parce que si tu vas jusque 24 heures, là, on commence à avoir le chaud suivant qui rentre dedans. Exactement. Donc, pour le chaud-chambre, on a à peu près tout vu. Donc, on va différencier la correction thermique qu'on va faire plutôt sur des murs épais et qui ont de l'inertie et qui sont également exposés plein sud ou à l'est. Et puis, les façades à l'ouest ou au nord qui sont exposées un peu plus au vent et aux intempéries, on va privilégier plutôt du béton de chambre où là, on sera sur des épaisseurs de 10 cm ou plus en fonction de l'isolation qu'on recherche. Et ensuite, les enduits sur de la paille. Donc, il existe également des règles professionnelles pour la construction de paille, en paille. Ces règles pro préconisent uniquement des chaux naturels, donc soit les chaux aériennes CL90, soit les chaux hydrauliques naturelles NHL. Mais seuls en enduit extérieur, ces chaux naturels sont préconisés. Tu peux juste rappeler pour les gens qui ont suivi jusque maintenant ou bien qui ont raté cette coche-là, la différence entre chaud aérienne et chaud hydraulique pour que ce soit Oui, vraiment clair, parce que souvent c'est quelque chose qui amène des doutes aux gens. oui. Donc, les chaux aériennes sont fabriquées à partir d'un calcaire auquel on a moins de 3% de silice ou d'argile dans le calcaire. Une fois chauffé et hydraté, on va fabriquer des chaux dites aériennes qui font leur prise uniquement à l'air, aucune prise à l'eau. D'où le nom. Euh, pour donner un exemple, un mortier de chaux aérienne dans la bétonnière, donc, si on veut le conserver, on a juste à rajouter 10 cm d'eau. On va couper l'échange avec l'air. Et donc, 2 ans après, on enlève l'excès d'eau, on la repasse à la bétonnière, on peut la réutiliser. Elle n'aura pas fait sa prise. OK. Alors que les chaux hydrauliques naturelles, elles sont fabriquées à partir d'un calcaire auquel on a entre 3 et 15% de silice à peu près. Et donc, on va fabriquer des chaux hydrauliques naturelles qui vont avoir la double propriété, une prise à l'eau, une prise à l'air, naturellement, sans ajout. Et c'est ça qu'on appelle la carbonatation? Alors, la carbonatation, c'est la prise aérienne, oui, c'est la prise à l'air qu'on appelle ça la carbonatation. En fait, le cycle de la chaux, on est sur un calcaire qu'on chauffe, donc effectivement, on envoie du CO2 dans l'air lorsqu'on chauffe le calcaire, et donc ça donne de la chaux, de la chaux vive. Cette chaux vive, on l'hydrate avec de l'eau, ça donne de la chaux éteinte pour le bâtiment. Et donc, cette chaux éteinte, quand le maçon l'achète et quand il veut l'utiliser, il va créer un mortier. Ce mortier, il le fait avec du sable et de l'eau. Donc, il va rajouter du sable, il va rajouter de l'eau, il va créer ce mortier. Ce mortier, ensuite, a besoin de se recarbonater, mais surtout de recapter en se recarbonatant, il recapte le CO2 contenu dans l'air pour refaire sa prise et redevenir roche calcaire sur le mur. Donc, on est Voilà. sur un Ça, c'est cercle important que les fermé. gens comprennent bien ce cycle-là. Oui, il y a juste ce qui est dégagé, le CO2 qui est dégagé par le combustible, qui n'est pas récupéré. Et ça, justement, on y travaille avec la nouvelle usine. Super. Les constructions en paille, donc il y a des très gros chantiers qui se font avec de la chaux naturelle. Donc on va voir que on a la première passe qu'on va appeler le renfort mi, donc c'est celle qu'on va serrer au long de la paille pour faire rentrer la chaux dans la paille. Dans la foulée, on fait un gobti d'accrochage qui va servir à pouvoir faire maintenir donc le corps d'enduit ensuite dessus. Donc ensuite mise en place de la trame, donc c'est obligatoire. On va grillager avec du grillage Galva 19-19, maille de 1,05. Donc c'est le grillage qui est préconisé dans le DTU. On va mettre 11 clous au mètre carré minimum pour fixer ce grillage. Et ensuite, on va faire le corps d'enduit où lui, on va laisser sécher au minimum 7 jours, en fonction des épaisseurs aussi qu'on va appliquer.
Et 7 jours après, donc, on va pouvoir faire la finition. Tout avec, là, entre autres, ce chantier-là, tout a été fait avec la même chaux, hein. Tout a été fait avec la chaux pure blanche, la NHL 3.5. Je vous mets le site internet des Chaux de Saint-Astier. Si besoin de renseignements techniques, vous pouvez également m'appeler ou appeler mes collègues en fonction de là où vous vous trouvez, en France ou à l'étranger. Sur le site, il y a les coordonnées de tous les prescripteurs, responsables techniques. Il y a toutes les fiches techniques. On a également des DTMO, documents techniques de mise en œuvre, qui sont sur le site, qui expliquent la marche à suivre pour divers travaux. Voilà, c'est un site qui est assez complet, donc je vous invite à aller jeter un œil. Alors, souvent, quand tu parles maintenant, là, il y a les professionnels, mais il y a aussi de plus en plus de chantiers d'autoconstruction ou d'autorénovation. Et du Oui. coup, ce qui fait un peu peur aux particuliers, je peux le comprendre, c'est un peu des protections qu'on doit faire par rapport à soi, aux mains, les voies respiratoires. Tu peux nous en Oui. dire un petit mot? Ah, il est important d'avoir des EPI, donc c'est un casque quand on est sur un chantier, c'est des lunettes. Les lunettes, c'est très important parce que quand on fait le mélange en bétonnière, il y a souvent des projections de chaux qui peuvent se faire et je peux vous dire que recevoir de la chaux dans l'œil, ça fait pas plaisir du tout. C'est assez désagréable. Et ensuite, des gants, chaussures de sécurité. Bon, voilà, c'est courant. Mais Donc, les chantiers même en tongs, c'est fini alors. les chantiers en tongs, c'est terminé. Et puis, même en dessous, les gants, quand vous manipulez avec votre main la chaux, hein, il est conseillé de mettre des gants en plastique en dessous. Donc, double gant, hein. Ça peut être. C'est de mettre double gant, hein, avec des gants plastiques en dessous et puis de mettre les gros gants par-dessus, quoi. Ouais, ça, c'est vraiment une étape capitale et importante. Et si vous ne faites pas ça, ben, c'est un peu dommage parce qu'on a un magnifique produit. Il faut juste un tout petit peu de précaution pour le mettre en œuvre. Oui, faire attention, hein, d'avoir bien aussi les gants qui remontent ou des protections au bras, de ne pas avoir, parce que ça peut aussi vite brûler au niveau des bras. Tout à fait. Et au niveau des outillages, là, il y a quelque chose de particulier ou ça se nettoie directement à l'eau derrière et c'est fini? Non, non, à l'eau directement. Ouais, ça se OK. nettoie à l'eau directement. Mais je pense que c'est vraiment très très complet. Je ne sais pas trop même ce que je pourrais encore te poser comme question pour t'embêter un petit peu. Sinon, si je regarde par rapport à l'usage que toi tu vois pour l'instant, tu as l'impression que ton produit est quand même beaucoup plus pour la mise en œuvre dans l'ancien que dans le nouveau. Euh, En fait, la chaux, oui, d'une manière générale, est avant tout utilisée dans la restauration du patrimoine ou dans la rénovation, mais de plus en plus, il y a des constructions écologiques. Et donc, là où le bloc de chanvre, par exemple, est super intéressant. On a des blocs de 36 où on peut monter le bloc de la même manière qu'on monterait un parpaing. Donc aujourd'hui, c'est aussi facile de faire de la construction écologique que de faire une construction standard qui ne sera pas forcément dans les normes ou qui va, voilà, se détériorer beaucoup plus vite. Parce que le gros avantage du béton de chanvre ou du chaux chanvre en général, c'est que c'est la durabilité du matériau. On est sur un matériau qui n'a pas de fin de vie aujourd'hui, où on estime que c'est un matériau qui durera au moins un siècle, voire 150 ans, mais voire plus en fait, Ouais, mais parce moi je suis que constructeur de maison, il faut qu'elle s'écroule, il faut que je refasse des nouvelles quand même. ouais, mais là on est sur des. En fait, que ça soit dans le neuf ou dans la restauration-rénovation, euh, si les travaux sont bien faits, ben on le fait qu'une fois. C'est ça qu'il faut comprendre. Si l'isolation est Bon, une faite fois là, il correctement, n'était on pas la fait pour se qu'une fois moquer des également. Belges, hein. Pardon? Donc une fois, c'était pas pour se moquer des Belges là. Non. Donc voilà Ok, ce que je ben peux vous écoute, dire. franchement, c'est tout à fait complet. Et si jamais il y a des questions qui se posent, ben moi je vous propose en dessous de la vidéo, mettez un petit commentaire d'abord pour remercier Rudy parce que je pense que là, c'est plus que complet ce qu'on a reçu. Si vous êtes professionnel, ben vous avez bien compris qu'il y a des stages où vous pouvez faire encore l'apprentissage parce que là, c'est juste une petite mise en bouche. Et puis là, surtout après, ben, on met les mains dans le cambouis, c'est beaucoup mieux. Et puis, si jamais vous êtes particulier, ben, n'hésitez pas non plus à les contacter. Et puis moi, je dis en tout cas, Rudy, un énorme merci. Et puis, ben, au moins, notre culture est un peu avancée. Eh ben, merci à tous. Merci de votre attention. Super. À bientôt, À Rudy. bientôt. Au revoir.